Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour un nouvel épisode. Ça y est, là, c'est maintenant l'intersaison. La saison sur route a pris fin et reprendra ses droits à partir de janvier prochain. Et puis en attendant, voilà, celle de cyclocross a bel et bien démarré. Alors entre-temps, effectivement, il y a des petites annonces comme celle du parcours du Tour de France, du Giro qui arrive d'ailleurs. Vous manquerez pas notre débrief du parcours de Tour de France qu'à mon avis on sortira ce week-end. Mais voilà, on va se concentrer un petit peu maintenant sur le cyclocross. On a déjà eu 3-4 courses depuis la reprise des Cadors mi-octobre et on s'est pas ennuyé. Et on va vous présenter aujourd'hui un petit peu en détail les championnats d'Europe qui auront lieu à Pontevedra ce week-end et plus particulièrement dimanche. Et pour en parler avec moi, vous l'avez encore jamais entendu, vous l'avez sûrement déjà lu. C'est Matt, un de nos rédacteurs qui se prête pour la première fois au jeu du podcast. Salut Matt, et comment ça va ? Salut Titien, écoute, salut à tous nos auditeurs, auditrices également. Ça va super, content de parler de cyclocross après une saison sur route longue et éprouvante. Ça va, t'es pas trop stressé pour ton premier podcast avec Radio Fringale ? Non, pas de pression, on va passer les planches droit sur les pédales. Eh bah super, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas fait. Hein, voilà, on va continuer à vous proposer du contenu tout l'hiver parce que Radio Fringale ne s'arrête jamais. Et puis évidemment, Matt, faut pas louper ça. Hein. On va retrouver tes nombreux articles ainsi que ceux de Simon sur Instagram, sur Facebook. Voilà, vous faites régulièrement du contenu d'actu ou alors des contenus un peu historiques, etc. Est-ce que tu as un petit teaser à nous faire pour ce qui va venir en termes éditorial ? Beaucoup de choses qui arrivent déjà sur la préparation non seulement de la saison déjà 2025 des élites, mais aussi pour ma part sur les catégories espoir et junior. On va essayer un peu plus de s'y pencher parce que et on sait il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent maintenant. Comme Paul Sexas à 18 ans dès le monde pro, donc on va essayer de un peu plus s'y intéresser. Et puis aussi, nous, on va parler de notre côté aussi des parcours un peu plus en détail, des petits parcours alternatifs qu'on aurait pu proposer et autres. Donc un mois de novembre et décembre qui va être chargé en perspective. Voilà, donc restez connectés et si vous n'êtes pas encore abonné sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas, on vous mettra les liens en commentaire. Écoute, je te propose que maintenant on se penche un petit peu côté cyclocross sur justement cette preview des championnats d'Europe. Alors, vous êtes peut-être quelques-uns à commencer à suivre le cyclocross ou à vous y intéresser. Déjà, vous avez bien raison parce que le cyclocross, c'est un sport qui est assez formidable. Voilà, enfin, c'est des courses d'une durée de entre 50 minutes et 1 heure, donc ça passe assez vite, c'est assez intense. Des parcours très variés, des parcours roulants, des parcours boueux, des parcours vallonnés. Voilà, dans les sous-bois, donc on s'éclate vraiment bien. Ces championnats d'Europe, ils arrivent, on va dire un petit peu en début de saison de cyclocross. C'est le premier grand rendez-vous. Et puis le cyclocross, alors contrairement au cyclisme sur route où voilà vous avez finalement plein de courses mais qui sont pas forcément reliées entre elles. Certaines sont catégorisées de monuments, de grands tours, de courses par étapes, mais il n'y a pas de challenge commun à ces épreuves. Il y en a pas mal en cyclocross et notamment la Coupe du Monde qui regroupe une dizaine d'épreuves qui vont être concentrées entre mi-novembre et fin du mois de janvier, qui on va dire est le plus gros challenge en termes de cyclocross, où vont participer tous les meilleurs avec un maillot distinctif. Et comme l'a confirmé Matt juste avant qu'on démarre cette émission, c'est le seul challenge regroupant des courses de cyclocross qui ne se déroule pas uniquement en France et aux Pays-Bas. C'est ce que tu me disais, Matt ? Et en Belgique, contrairement aux en autres Belgique, challenges, exactement. pour éviter les grands déplacements, évidemment. Exactement. C'est toujours compliqué. Alors, si on a 4 challenges qui jalonnent toute l'Europe, c'est c'est un vrai, peu compliqué. mais je crois que cette année, il n'y a pas de Coupe du Monde aux États-Unis comme il y a pu avoir. On reste quand même principalement en Europe, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On avait pris l'habitude pendant quelques années d'avoir une Coupe du Monde à Fayetteville, notamment. Il y avait les championnats du monde. Mais bon, là, on se concentre vraiment en Europe. On va dire le plus loin où on va, ça va être à Dublin, quoi. Exactement. Alors en parallèle de cette Coupe du Monde, il y a des challenges qui ont déjà démarré. Il y a le Super Prestige, il y a les Exact Cross. Et puis, si tu peux nous rappeler le dernier que j'ai plus en tête. Et puis il y a le X2O Badkamers. Oui. Celui-là, c'est plus, il est plus fun. C'est en décembre. Il arrive souvent pendant la semaine sainte, d'ailleurs. Donc, Voilà. Et puis il reprend souvent des parcours de championnat du monde.
Voilà, et donc comme vous l'aurez compris, il y a à chaque fois des épreuves qui appartiennent à un de ces challenges, il y a un classement cumulé des places que font les coureurs à ces épreuves, et à la fin de la saison, donc en février, il y a un lauréat pour chacune de ces épreuves, donc Coupe du Monde, Super Prestige, X2O et Exact Cross. Et au milieu de tout ça, il y a deux grands rendez-vous, on va dire, pour attraper des maillots, ce championnat d'Europe dont on va parler à Pontevedra ce dimanche pour aller chercher le maillot étoilé. Et puis bien sûr, on se donnera tous rendez-vous le premier week-end de février pour les championnats du monde. Voilà un petit peu pour le calendrier de la saison de cyclocross. Nous on va se pencher du coup avec Matt sur ce premier grand rendez-vous là, ce dimanche à Pontevedra, les championnats d'Europe. Peut-être Matt, avant qu'on parle un petit peu des coureurs, on va parler parcours. Ce que j'ai compris, tu as regardé le parcours un petit peu en détail. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça va ressembler ce parcours des Europes? C'est ça, j'ai étudié le parcours. Alors, comme on en parlait en introduction, la variation du cyclocross, elle se fait surtout sur est-ce qu'un parcours est roulant ou va être cabossé. Là, pour le coup, on est sur un parcours à l'espagnol, donc on va être très roulant sur quasiment toute la première partie. On est sur un parcours au bord de l'eau. On est en Espagne, il va sûrement faire beau, une petite vingtaine de degrés. Donc ça change des conditions qu'on a dans les terres flamandes. La première partie, on va dire, c'est à peu près, je pense, 3-4 kilomètres qui sont très très roulants, jusqu'à un petit enchaînement de virages et puis directement les planches. À partir des planches, là, c'est une deuxième partie de parcours complètement différente. On va déjà passer dans la forêt, passage boisé avec des virages très techniques en lacets. Donc j'ai compté, il y a un enchaînement de 4-5 lacets où c'est là que les coureurs les plus techniques et puissants vont pouvoir faire la différence. Ça va nécessiter beaucoup de relance. Une fois que les coureurs seront sortis des bois, il y aura une dernière partie pour, je pense, à nouveau faire la différence. Cette fois-ci pour ceux qui ont le plus de vitesse et de punch, parce qu'il y a une petite bosse, une toute petite bosse à quoi 600 mètres, on va dire, du passage sur la ligne, qui est suivi à nouveau de gros passages en lacet. Et puis après, c'est tout droit et on repart à pleine vitesse sur la première partie. Donc ça va être, je pense, un parcours qui sera très rapide et qui mettra à mal les coureurs qui font plus la différence sur des parcours boueux, sablonneux et plus punchy. Pour ceux qui sont en train de préparer leur équipe sur Cycling Fantasy, du coup on comprend un parcours rapide. Est-ce qu'il y a du bac à sable aussi? Parce que ça peut jouer dans le choix des coureurs. Pas vraiment de bac à sable, mais de la terre un peu graveleuse sur la première partie de parcours. C'est-à-dire qu'on aura une alternance entre les trajectoires qui sont faites par les coureurs dans l'herbe et de la terre vraiment très très sèche qui peut rappeler les bacs à sable un peu profonds, mais ça reste roulant, on va dire. Ouais, est-ce que, à ton avis, alors pour ceux qui suivent un petit peu la saison de cyclocross, chaque année, environ 1 à 2 semaines avant les championnats du monde, il y a le circuit de Benidorm en Espagne qui est vraiment une coupe du monde très 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 connue, qui est pour le coup un circuit ultra rapide, pas du tout boueux, enfin voilà, sur piste. Est-ce que ces championnats d'Europe et cette piste de Pontevedra, on peut la comparer à celle de Benidorm, ou est-ce que tu dirais que c'est un petit peu différent quand même? Je pense que ça a été fait dans le même esprit. Je dirais juste que là, la petite particularité de Pontevedra, c'est qu'il y a quand même un aspect très technique sur la deuxième partie du parcours, alors que Benidorm, c'est sûrement, je pense, la Coupe du Monde la plus rapide de la saison. C'est vraiment les coureurs, ils peuvent atteindre des vitesses folles alors qu'ils ont des roues avec des espèces de crampons. Et des fois, ça leur arrive de rouler à 55, 60 à l'heure sur des longues portions rectilignes. Je pense que l'esprit y est, mais que les organisateurs ont voulu quand même rajouter cet aspect technique pour ajouter de la difficulté, on va dire.
Ouais, bah écoute, en tout cas, Benidorm, et les circuits rapides, hein, souvent, c'est quand même, ça donne lieu, même si c'est, alors, souvent, on a tendance à se dire, ouais, des circuits boueux, c'est hyper impressionnant, on va se régaler, etc. Les circuits, mine de rien, techniques et rapides comme on va avoir ici, ça permet, j'ai l'impression quand même d'avoir une course assez pleine de suspense, parce que forcément, c'est toujours plus difficile de faire des différences, là où sur un circuit plutôt, bah, on va dire, très très boueux, souvent les hommes forts se dégagent assez rapidement. Oui, c'est ça. On va dire ça va être un parcours qui va aussi axer sur des qualités mentales des coureurs. Ça va être la concentration, la lucidité de toujours bien prendre les virages au 8 9e tour. Ça va être super important. Eh bah écoute, on verra ça en tout cas, bah on va pouvoir parler de ceux qui vont animer hein, ce championnat d'Europe. Alors on va faire femmes-hommes, on va commencer d'abord par les élites hommes si ça te va. Bon bah forcément, on va pas se le cacher, hein, on va sûrement assister à un gros duel entre la Belgique et les Pays-Bas qui sont quand même les deux nations monstres hein, et phares de la discipline. Toi, j'ai compris que tu avais choisi un coureur que tu dégageais un petit peu comme le favori pour ce parcours. Bah, est-ce que tu peux nous dire qui c'est et puis pourquoi tu dirais que c'est le grand favori pour toi? Tout à fait. Bon, déjà, moi, grand fan de la Powell, évidemment, je suis allé piocher dedans, puisque à peu près toute l'équipe sera au rendez-vous des championnats d'Europe, que ce soit du côté des Pays-Bas ou de la Belgique. Avant d'étudier le parcours, on en parlait en off, mais moi j'étais plus sur Michael Van Torenhout, double tenant du titre. Et puis après avoir vu le fait que c'était très roulant, moi je pars plus sur un Elise Herbit. On sait, il a eu un début de saison un peu tumultueux, notamment avec Ryan Kemp, mais de ce que j'ai pu observer ce week-end, j'ai l'impression qu'Elise Herbit est beaucoup plus en forme que l'année dernière au début de saison. J'ai l'impression qu'il va faire une saison plus à rallonge, un peu plus revanchard aussi, j'ai l'impression dans sa tête. Je pense que Elise Herbit en plus c'est un petit format. Je pense qu'il peut très bien passer les virages. C'est un coureur qui a des relances qui sont très puissantes. Je pense que pour moi il peut être l'homme fort de la Belgique, surtout grâce à la deuxième partie du parcours. Pour moi, il peut tirer son épingle à ce petit jeu-là, quoi. Ouais, bah moi je suis plutôt d'accord avec toi sur Elise Herbit, hein, ce sera un des très très grands favoris, on le sait, hein, les circuits rapides ça lui va comme un gant, c'est une petite teigne, un puncher qui lâche jamais rien, hein, ses relances, ces circuits rapides qui vont permettre de prendre la vitesse avec son punch, ça va lui aller comme un gant, donc effectivement pour moi aussi je le vois en tout cas comme un des grands favoris. Bah écoute, moi je vais lui opposer celui qui l'a battu la semaine dernière. J'ai parlé de Thibaut Nice, qui pour moi est mon favori, un peu un cran au-dessus d'Elise Herbit. Bon déjà, il faut pas considérer que parce qu'ils sont belges, ils vont s'entendre et que, par exemple, si les Herbit, enfin grosso modo, en fait, voilà, on va pas se le cacher, mais attends, il y aura pas vraiment de course d'équipe. S'il y a une course d'équipe, chacun pour sa peau. s'il y a une course d'équipe, elle concernera pas les pays, mais elle concernera les équipes de marque, hein, contrairement à Tout sur à la fait. route où voilà, on va dire que tout le monde est aligné. Si on prend par exemple l'équipe de France, quand Jules Alaphilippe remporte ses titres de champion du monde, tout le monde, peu importe son équipe de marque, était à fond pour Alaphilippe. Là, je pense qu'il y aura pas déjà de leader désigné. En cyclocross, c'est quand même plus difficile de faire des stratégies. Et puis voilà, étant donné qu'il y a beaucoup de Belges, beaucoup de Néerlandais, finalement, je pense que il y aura pas vraiment de stratégie. Chacun va faire sa course. Et encore une fois, si certains veulent un petit peu s'entraider, c'est parce que sûrement qu'ils font partie de la même équipe de marque. Donc, vous attendez pas à ce que si un Belge part devant, tous les autres Belges se mettent derrière pour laisser travailler les Néerlandais, ou ça n'arrivera pas. Et du coup, pardon pour cette interlude, mais c'est important de le préciser pour que vous soyez pas étonnés si vous découvrez ça dimanche. Moi, Thibaut Nice, ouais, voilà, c'est mon favori. Bah déjà, il a montré qu'il revenait en forme. Il a été malade avant la saison de cyclocross, ce qui fait qu'il a repris très timidement sur ses deux premières courses. On a bien vu qu'il était pas dans le rythme
Et à tel point que voilà, certains s'étonnaient de sa sélection dans l'équipe de Belgique pour ces championnats d'Europe. Et ben il a répondu magnifiquement dimanche sur le terrain en dominant Eddie Iserbyt au terme d'un super beau duel sur le dernier Super Prestige. Thibau Nys, c'est la valeur montante du cyclocross. Il a quoi, pas encore 22 ans, il doit avoir 21 ans. C'est le fils de Sven Nys, pour ceux qui se demandaient et qui savaient pas forcément, un très très grand champion de cyclocross. Et puis surtout Thibau Nys, au-delà d'être un excellent crossman actuel et en devenir, c'est également un excellent routier. Il a complètement explosé cette saison sur la route. Il a pris énormément de caisses, je pense. Voilà, il a gagné 9 victoires en plus, dont 5 World Tour. Ce qui est une énorme saison pour Thibau Nys, mais on en reparlera d'ailleurs peut-être dans nos futurs awards. Et donc juste pour moi, voilà, sur un circuit avec la forme qu'il a l'air d'avoir retrouvé, et sur un circuit où à mon avis les routiers vont quand même bien être avantagés puisque ça va être roulant. On sait que Thibau Nys, c'est un excellent technicien pour les parties techniques, c'est un super puncher, donc les relances ça va pas lui faire de mal, et puis en plus de ça c'est un super finisseur, c'est sûrement le meilleur sprinter parmi tous ceux qui seront au départ. Donc moi je le vois très très bien figurer sur championnat d'Europe. Alors après voilà, Thibau Nys c'est encore un très jeune coureur. Est-ce que le fait de tracer seulement deuxième championnat d'Europe en élite, ça va peut-être encore l'être un peu préjudiciable ou pas, je ne sais pas, mais sur le profil de Thibau Nys et le profil de cette course à Pontevedra dimanche, pour moi c'est mon favori devant Elie Iserbyt. Je sais pas ce que t'en penses toi de Thibau Nys. Je suis plutôt d'accord sur le fait que Nice, sur la start list qui nous est prévue pour Pontevedra, sur l'aspect technique et petite bosse, c'est sûrement le meilleur de tous. Il nous l'a prouvé d'ailleurs à Over-Ice le week-end dernier, où il met une pilule à peu près tout le monde. C'était violent, tel point que Vanturenhout s'était complètement relevé. Je dirais que moi, il y a un truc qui me retient sur Thibau Nys, c'est que tu en as parlé juste avant d'être une course par pays, c'est une course par équipe de marque. Thibau Nys, il fait partie de la Baloise Trek Lions, donc la filière cyclocross de l'équipe Lidl Trek. Le problème, c'est qu'en face, il va avoir non seulement l'armada Powells, mais aussi l'armada Crélan-Corandon, mais également l'armada Alpecin de Koenig. Ça me fait un petit peu peur, le fait qu'il ait les 3 armadas qui peuvent lui rouler dessus. C'est juste ça qui me fait un petit peu peur. Après, on l'a vu, il est tellement revanchard, on l'a vu dans ses déclarations le week-end dernier, que ça m'étonne pas si il arrive à éteindre la lumière sur tout le monde et coller 30 secondes à son dauphin. Eh ben écoute, on verra ça. On va peut-être faire un petit mot. Alors, tu avais commencé à en parler sur le double vainqueur sortant, le vainqueur des éditions 2022 et 2023, Michael Vanturenhout. C'est vrai que Michael Vanturenhout, c'est pas forcément le meilleur puncher parmi les crossmen qui vont être présents. Et puis surtout, c'est un coureur qui est souvent très très fort sur les circuits boueux, difficiles, etc. Là, sur un circuit rapide, ça risque d'être un petit peu compliqué. En tout cas, il va falloir qu'il essaye de partir de loin, parce que sur un dernier tour, ça peut être un petit peu compliqué pour lui d'arriver à faire la passe de 3. Tout à fait. Après, j'ai l'impression qu'il a essayé de cette stratégie de partir de loin plusieurs fois là depuis le début de saison. J'ai l'impression que la forme est sûrement ascendante, mais elle est pas au niveau de là où il voudrait qu'elle soit. Faut pas oublier que Vanturenhout, c'est un coureur qui commence à prendre de l'âge aussi. Après, il sait gagner. C'est un coureur d'expérience. Des fois, il est capable de se cacher dans un petit peloton de 10 coureurs et sortir dans le dernier tour. Mais j'ai l'impression que pour moi, après ces 2 titres de champion d'Europe, il vise d'autres objectifs. Comme remporter le Super Prestige, chose qui, si je ne m'abuse, il l'a jamais fait, contrairement à son coéquipier Iserbyt. Et peut-être pourquoi pas les championnats du monde, même si on sait, il y a 2 ovnis qui sont pas là. La marge va être un peu haute pour ça. Voilà. Écoute, tout à fait, on verra ce que peut faire Michael Vanturenhout, qui remettra son titre en jeu. Est-ce que t'as un petit nom d'un mec qui viendrait, pourquoi pas, arbitrer ce duel annoncé entre Nys et Iserbyt?
Tout à fait. Alors, moi, j'en ai deux. Donc, de deux pays qui ne sont pas la Belgique. Donc, on va pouvoir en parler parce qu'on a beaucoup parlé des Belges, mais il y a un Néerlandais qui a déjà été titré en 2021, qui a été plutôt discret pour l'instant. C'est Lars van der Haar. Pour moi, il peut être l'homme fort de cette sélection néerlandaise, qui, bon, on va pas se le cacher, j'ai l'impression que c'est plutôt un duel belgeo-belge qu'on va voir. On va voir ce dimanche, mais je pense que Van der Haar, s'il est intelligent et qu'il a le bon sens de la course, si les Belges se divisent et se courent tous les uns sur les autres, ça peut être la petite surprise à Pontevedra. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, petite surprise, je dirais peut-être pas après, jusqu'à là. Moi, je serais pas étonné oui, que voilà. Lars van der Haar, voilà. Sur un circuit rapide, lui aussi, il peut être très très bon. De toute façon, lui, il surgit un petit peu finalement quand on l'attend le moins. Il est très intelligent comme coureur. Bah, c'est un expérimenté. Là, Van der Haar, il est maintenant là depuis pas mal d'années. Ouais, il faudra se méfier de lui. À mon avis, ce sera la principale carte du côté des Pays-Bas, étant donné que Joris Nieuwenhuis n'a pas encore repris la saison, étant donné que j'ai compris qu'il a contracté une maladie. Il sera là que à partir de novembre. Et puis Pim Roynaar également revient de blessure. Alors il a fait un bon cyclocross de rentrée derrière Iserbyt il y a une semaine là, mais ça va être compliqué. Donc ouais, Van der Haar sera sûrement la meilleure carte de l'équipe. Et attention à lui s'il est encore là dans le dernier tour, parce qu'il en garde toujours sous la pédale. C'est un coureur qui est également assez explosif. Donc ouais, Lars Van der Haar, moi je serais pas du tout étonné de le voir triompher ce dimanche. En tout cas, c'est un coureur qu'il faudra garder sous l'œil. Est-ce que il jouera là, étant donné qu'il est dans la même équipe qu'un Thibaut Nice, est-ce que ça pourra jouer? Je sais pas non plus. Imaginons qu'il y ait Nice, Van der Haar et Iserbyt dans le dernier tour. Van der Haar qui part, est-ce que Thibaut Nice se met au service de la Belgique et collabore avec Iserbyt? Est-ce que Thibaut Nice se met au service de l'équipe baloise Trek Lions et ne collabore pas avec Iserbyt? Il peut y avoir pas mal de scénarios en cyclocross, on n'est jamais déçu sur des stratégies comme ça. Donc voilà, en tout cas Lars van der Haar, pour moi, je suis totalement d'accord avec toi, il pourrait très bien tirer son épingle du jeu. Ouais, et puis Nice, je pense que ça va au-delà de ça, ça va au-delà de son équipe, c'est surtout par son papa, parce qu'on le sait, son papa c'est Sven, il lui fait tout son calendrier, il lui dit où il va, qu'est-ce qu'il fait, donc c'est vrai que attention à ça. Après moi, mon deuxième nom, évidemment, on est en Espagne, donc je vais te donner le spécialiste des départs catastrophiques, mais c'est soit dans tous les cas, peu importe les départs qu'il fait. J'ai l'impression qu'il arrive toujours à finir top 10. C'est Felipe Orts. Bon, on le sait, c'est un peu le visage du cyclocross espagnol depuis maintenant quasi 10 ans. Est-ce que toi, tu penses le Juan Antonio Flecha du cyclocross, c'est ça? Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça pour moi. Il faut un Espagnol quelque part. C'est lui. Ça fait 10 ans qu'il est là. Je pense qu'à domicile, sur un parcours roulant, ça peut lui convenir. Après, on sait, des fois, il court de manière catastrophique. Encore là, le week-end dernier, j'ai pas trop compris ce qu'il avait fait. Bon, des fois, il joue de malchance, évidemment. Je pense qu'à domicile, il peut se surpasser et qui sait, pourquoi pas aller glaner un petit podium. Parce que je le vois pas gagner, mais pourquoi pas un petit podium. Ça risque d'être compliqué, mais en tout cas, il va avoir à cœur devant son public de se surpasser. Et Felipe Orts, comme tu l'as dit, c'est le mec, on est sûr que ça va être, on peut être sûr à 100% qu'il gagnera pas et on peut être sûr à 100% qu'il sera top 10. Donc, donc à mon avis, on devrait le retrouver là-dedans. Et moi, j'ai un petit dernier nom à te donner puisque j'étais assez d'accord sur Lars van der Haar en outsider. J'aime beaucoup le début de saison d'un Nils Van de Put. Et du coup, voilà que je trouve également qui progresse d'année après année, mine de rien. Sur un parcours comme ça, à voir ce qu'il peut faire Nils Van de Put. En tout cas, je pense qu'il a beaucoup misé sur ce début de saison parce qu'il court beaucoup, il est très très actif tout le temps, donc voilà, j'attends, je sais pas tellement dire, mais je serais pas étonné que Nils Van de Put arrive même à décrocher un podium pour la victoire, pourquoi pas. Enfin, c'est pas un outsider au niveau d'un Van der Haar, mais pas loin d'être juste derrière. Donc je serais bien satisfait et ça récompenserait bien son début de saison, à minima un podium chez ces championnats d'Europe. Je sais pas ce que t'en penses. Je te rejoins complètement sur Nils Van de Put. Nils Van de Put, c'est un coureur qui progresse, comme tu l'as dit, au fil des années. Là, pour l'instant, sur ce début de saison, c'est simple. Il a
sa pire place, c'est 4e à Over-Ice ce week-end. Il fait un début de saison très très solide. C'est un coureur long qui est très puissant. Il manque, je trouve, un petit peu de technicité et un peu de science de la course parfois. Mais il est capable de revenir très fort. Des fois, il revient très très fort dans les derniers tours. Je pense il y a 10 jours sur l'exact cross d'Essen, il revient comme une balle sur Joran Weiser, si je dis pas de bêtises. Je pense que oui, lui clairement, il peut viser un podium. Après avoir, parce qu'avec la ribambelle de coureurs belges qui seront au départ de Pontevedra, la sélection est monstrueuse, et quand on sait qu'il n'y a pas tous les noms, c'est dire. Après, moi, je sais que j'aurais bien aimé parler d'un dernier coureur, c'était Ryan Kemp. Malheureusement, il a un début de saison qui est catastrophique. Ah ouais, on peut pas faire pire, hein. Entre ses frasques avec Elise Herbit et puis ces deux grosses chutes qui, d'ailleurs, ça fait une semaine qu'il a pas couru tellement il est pas bien. Je trouve que c'est dommage parce que Ryan Kemp, chez les espoirs, c'était un monstre absolu. Dans une sélection néerlandaise qui peine à trouver un espèce de vrai leader quand il n'y a pas Mathieu Van Der Poel et que Lars Van Der Haar n'est pas forcément en forme, je pense que ça aurait pu être un bon second couteau pour chercher quelque chose, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis une équipe donc on n'a pas trop mentionné dans les favoris, mais parce que finalement ils font un début de saison assez mitigé quand même. C'est les coureurs de la Crélan, hein, pourtant qui quand du Lorenz Weck, du Witzemussen, du Toon Van de Bosch ou du Joran Weiser. Peut-être que la meilleure carte ça va être un Weiser qui est quand même plutôt qui a remporté. D'ailleurs, c'est un Super Prestige qu'il a remporté ou je sais plus ce qu'il a gagné il y a 2 semaines. Là. Super Prestige, tout à fait. C'est le premier de la saison. Donc, voilà, Weiser qui avait été champion du monde espoir en 2022, si je dis pas de bêtises, et puis voilà, qui depuis l'année dernière joue dans la cour des grands et qui a très très bien démarré l'année, donc on va voir ce que ça peut donner, même si je suis pas sûr que les circuits hyper rapides comme ça ce soit sa carte, mais sinon voilà, la Crélan, on sent que c'est un petit peu difficile par rapport aux quelques mastodontes dont on a parlé avant. C'est ça. J'ai l'impression ils ont changé de cadre directionnel déjà à l'intersaison. Ça, on le sait. C'est plus les mêmes directeurs sportifs qui vont sur les mêmes courses. Le problème de la Crélan Corendon, c'est qu'il y a un tel effectif qu'ils font des espèces de stratégies d'équipe. Comme on l'a dit au tout début, c'est pas forcément l'idéal quand on fait du cyclocross. Et on le voit souvent sur les Super Prestige, ils en sacrifient un. Ils mettent toujours 3 leaders, on va dire. Ils en sacrifient un pour faire un peu le lièvre au tout début, et au final, c'est un peu peanuts. Je pense à Over-Ice ce week-end où je crois qu'ils finissent. Il y en a 2 qui finissent 15 et 17 et un qui peine à faire un top 10, quoi. Donc un peu compliqué ce début de saison pour la Créan. Eh ben écoute, en tout cas voilà, je pense qu'il y a, même si on a évoqué quelques favoris, il n'y a pas non plus une tête qui se dégage tant que ça, donc je pense que ça va donner le rendez-vous lieu à une course passionnante, et rendez-vous dimanche du coup à 15h30 pour découvrir ça. Ça te va si on passe sur les femmes? On a tout dit sur les hommes. Tout à fait. Écoute, alors on va parler des femmes. Alors vous le savez, hein, celle qui domine le cyclocross depuis le début de la saison 2023, c'est Fem Van Empel, la championne du monde. Sa principale rivale habituelle, Puck Peters, alors qui a fait une énorme saison sur la route, qui a fait une énorme saison sur le VTT, est sûrement en train de finir des vacances bien méritées. Et on la reverra sûrement au mois de décembre, mais c'est pas pour autant que finalement la course va être très facile pour Fem Van Empel, qui avait repris sa saison par une victoire et qui depuis les 2 courses suivantes n'a pas gagné, et ça fait très longtemps que Fem Van Empel n'avait pas gagné sur plusieurs courses consécutives. Donc est-ce que déjà pour toi c'est la grande favorite de ces championnats d'Europe ou même pas? Pour moi, elle reste la grande favorite. Je pense que Fem Van Empel, elle devient une coureuse plus expérimentée et plus sûre d'elle. Elle sait quelle course elle veut courir maintenant. Je sais que ses coachs en avaient parlé après sa 2e place à Over-Ice. C'est que maintenant, elle va cibler beaucoup plus ses courses. On sait, l'année dernière, ça a été une des coureuses qui a fait le plus de cyclocross de toute la saison. Alors c'est sûr, ça s'est traduit par un nombre incalculable de victoires.
Je pense que maintenant, elle calcule beaucoup plus sa forme, comment elle va courir. Je pense que c'était prévu. Alors oui, je pense qu'il y a quelques petits manquements de victoire. Ça pourrait être bien pour se mettre en confiance. Je pense que pour moi, comme tu l'as dit, sans Puck Peters, elle est vraiment une jambe au-dessus des autres malgré tout, quoi. Écoute, j'ai envie de me dire ça et puis en même temps j'ai envie de me dire que m'a semblé quand même un peu limite sur les dernières courses. Battu, je crois par d'abord Alvarado et puis battu par Brandt sur ces deux dernières sorties. Oui, Femme Van Empel, elle est là. Oui, c'est la grande favorite parce que déjà, je pense que sur un circuit roulant, voilà, c'est une excellente puncheuse, une très très bonne sprinteuse, donc elle aura cet avantage. Et en plus, c'est une routière, donc ça va forcément la favoriser. Derrière, moi, je suis quand même un petit peu inquiet sur son état de forme qui lui permettrait de battre ses concurrentes. Je l'ai quand même senti, voilà, un peu fébrile et encore s'il y a deux courses elle termine deuxième c'est parce que comment Lucinda Brandt fait une petite bourde en passant la ligne mais alors Femme Van Empel même quand elle va être en galère totale on a l'impression qu'elle se balade hein. Elle a un style sur le vélo assez particulier, c'est très beau à voir, c'est très posé, il y a aucun masque de souffrance pour autant voilà, elle s'est quand même bien fait dominer par Lucinda Brandt sur la dernière course. Je sais pas. C'est la favorite, mais je tire pas la sonnette d'alarme hein, pour Femme Van Empel, mais il va falloir quand même que, à mon avis, elle sorte, voilà, elle soit dans un bien meilleur jour que ce qu'elle a été les deux derniers week-ends pour aller chercher ce championnat d'Europe. Voilà, et puis moi, bah, j'enchaîne. Lucinda Brandt m'a quand même bien impressionné. Alors, je suis pas sûr que le tracé de Pontevedra soit celui qui la favorise le plus, mais je trouve qu'elle reprend la saison avec plein d'envie. Je la sens quand même très très forte. Elle a fait un sacré mauvais départ hein. Le week-end dernier. Elle s'est rapidement retrouvée en 20e position. Elle a très vite remonté tout le monde. Elle a attaqué et personne n'a pu la suivre. Donc pour le coup, je mets quasi une Lucinda Brandt au même niveau qu'une Femme Van Empel, même si pour gagner, effectivement, il faudra qu'elle ait réussi à lâcher sa compatriote néerlandaise. Et ça, ce sera pas facile sur un tel circuit. Mais voilà, Lucinda Brandt, vraiment, j'aime beaucoup cette coureuse déjà si j'ai envie de mettre une petite pièce sur elle pour être championne d'Europe ce dimanche, je sais pas ce que t'en penses toi. Euh, Lucinda Brandt, au contraire de Femme Van Empel, c'est qu'elle arrive avec une confiance venue de sa saison sur route qui est là. Parce que Lucinda Brandt a fait une saison sur route excellente. D'ailleurs, même si elles sont pas de la même équipe, Castianieva Doma, je pense, peut la remercier pendant toute sa vie pour l'étape de légende qu'elle avait réalisée sur le Tour de France, où elle roule pendant 60 bornes toute seule pour Gaël Aligny, là. Alors que Femme Van Empel arrive sans confiance. Effectivement, Lucinda Brandt, je pense, elle, je la vois plus sur des parcours plus boueux, sablonneux, très techniques, parce que c'est une coureuse qui a beaucoup de force, qui envoie. Je pense que c'est même l'une des coureuses d'Aéropassa qui est l'une des plus sympathiques. Enfin, comme tu l'as dit, l'espèce de petite bourde qu'elle fait avec Femme Van Empel, l'image où elle se tape sur le casque sur la ligne d'arrivée, elle est géniale. C'est un peu idiot. Après, Femme Van Empel, c'est vraiment la coureuse des grands moments. Je pense que même si elle fait un début de saison enfin, c'est dire le niveau de domination de Femme Van Empel, c'est qu'on dit qu'elle a un début de saison compliqué, mais enfin malgré tout, je crois qu'elle tape podium sur elle tape podium sur toutes les courses auxquelles elle a participé. Je pense que si elle le veut, quand elle le veut, et que si elle se met enfin les chaussures bien dans les cale-pieds, je pense qu'elle peut y aller tout droit, hein, Femme Van Empel, malgré tout quoi. Mais Lucinda Brandt, ouais, je la vois un petit peu en dessous quand même, malgré tout. Et bah forcément, on va parler de l'inusable Céline Del Carmen Alvarado qui est toujours là bah, toute la saison, chaque année, qui fait souvent des gros débuts de saison. On l'a encore vu cette année, voilà, elle a remporté elle a remporté la première course de la saison, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que t'en penses de Céline Del Carmen Alvarado, souvent voilà, qui fait beaucoup d'efforts pendant les courses? Peut-être un petit peu trop rarement récompensé par rapport à sa manière de courir et comment tu la vois pour dimanche? Céline El Carmen Alvarado, course
très sympathique, mais pour moi, c'est le même problème chez cette coureuse depuis 2-3 saisons, c'est qu'elle court trop. C'est-à-dire qu'on voit des coureuses qui vont cibler uniquement le Super Prestige ou la Coupe du Monde ou l'Exact Cross. Elle, Alvarado, elle veut tout faire. On le voit, d'ailleurs, c'est ce qui lui coûte sûrement peut-être la victoire à Over-Ice, c'est que la veille, oui, elle remporte un cyclocross, mais que derrière, elle fait 200 bornes en voiture pour aller au Super Prestige. Je pense qu'Alvarado, même si elle fait un bon début de saison, elle court trop. Euh, pour moi, et en plus, j'ai l'impression qu'elle fait des moins bons départs. Des fois, elle fait des départs vraiment qui sont catastrophiques. Quand on sait l'importance des départs sur des courses comme ça, où en plus c'est hyper roulant, donc ça va être dur de se replacer avant les passages techniques, donc pas avant 4-5 km. Pour moi, ça peut être un gros problème pour Alvarado ce week-end. Ouais, bah écoute, moi aussi je pense que ce sera un petit peu difficile de lutter avec une Van Empel ou une Lucinda Brandt, mais bon, en tout cas, Céline Alvarado, elle lâche jamais rien, elle fait le spectacle. Donc moi, je la vois bien essayer de dynamiter le plus possible la course pour faire sauter ses adversaires. Donc voilà, je la mets derrière les deux ces deux autres compatriotes néerlandaises qu'on a évoquées, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est une coureuse très très sympathique et bon, franchement, elle sera là pour lutter jusqu'au bout pour la victoire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Derrière, Moi, ouais. j'allais mettre quelque chose en lumière quand même, c'est que autant chez les garçons, on a une surabondance de coureurs belges, autant les Pays-Bas, chez les femmes, elles ont quand même l'embarras du choix. Ah oui. Elles permettent de ne pas avoir Puck Pieterse qui se repose une saison complètement extraordinaire au possible, mais elles arrivent quand même à aligner Brandt, Alvarado et Van Empel. Il y a quand même pire comme start list. Ouais, c'est sûr. Bon, au-delà de ces trois favorites, après, il y aura forcément pas mal de coureuses qu'on va suivre, et notamment notre championne de France, Hélène Clauzel, qui va peut-être être notre meilleur espoir français en élite, en tout cas, puisque je pense que chez les hommes, ça va être difficile d'exister. Quelle course tu vois pour Hélène Clauzel? Est-ce qu'elle peut aller chercher un résultat? Sachant qu'elle a gagné beaucoup de courses alors sur le circuit américain, sur le mois de Ah oui. septembre-octobre, est-ce que Ah bah, elle les a toutes gagnées. voilà, bah, exactement. Elle les a toutes gagnées. Est-ce que là, la barre est trop haut, ou est-ce qu'elle peut aller nous faire rêver sur un circuit comme ça et aller chercher quelque chose? Comment tu la vois? Bah, j'avais beaucoup d'appréhension avant le week-end dernier, justement, parce que oui, elle avait gagné toutes ses courses aux États-Unis. Elle avait fait un très bon début de Coupe de France à Nome. Et puis là, on l'a vu, elle a signé quand même une superbe 6e place à Over-Ice. Elle se classe entre Blancavas, et elle s'est permis même, sur le dernier tour, de lâcher Van der Heyden, qui n'est pas n'importe qui. Je pense que Clauzel a une forme qui est excellente en ce début de saison, et je pense que moi, ça me surprend absolument pas si... Alors oui, un top 10 pour moi, c'est l'objectif, mais s'il y a un top 5, parce que au-dessus, ça se marque un peu, ça me choque pas spécialement. Je pense que Clauzel, elle a vraiment quelque chose à jouer ce week-end. Ouais, bah écoute, on va la suivre avec attention. Est-ce que tu veux encore parler de quelqu'un ou tu as quelque chose à dire sur la course femme? Et ben, moi, j'ai parlé d'une coureuse qui fait un très bon début de saison. On le sait d'ailleurs, c'est tout le temps, elle fait des bons débuts de saison, mais ça fait plaisir de parler de petite nation entre guillemets du cyclocross. C'est Sara Casasola, Ah ouais. qui est de la Crelan-Corandon, championne d'Italie en titre, qui sur toutes les courses Super Prestige depuis le début de saison, elle est toujours avec les meilleurs. Elle craque souvent à la fin, malheureusement. Je pense qu'elle manque encore un peu d'endurance dans les derniers tours. Mais il y a quand même un podium à Over-Ice. Il y a une 4e place à Rudvoorde. Elle finit seconde à Essen il y a 2 semaines. Je pense que c'est rare de voir des Italiens briller quand même, Italiens, Italiennes en cyclocross. Donc ça, moi je voulais en parler. Je pense qu'il y a un top 5 qui est jouable pour Casasola. Donc Ah oui, oui, là, ouais, ça fait plaisir. sur son niveau de début de saison, Et pourquoi pas voilà. un podium, parce que je pense qu'encore une fois, c'est une épreuve où c'est avant tout les épreuves, enfin, c'est les équipes de marque qui vont se marquer. Les Pays-Bas, c'est simple, j'ai regardé la start list, elles sont quasi toutes de formations différentes. Ce qui est quand même, ce qui peut poser problème.
Eh ben écoute, on suivra ça avec attention. En tout cas, je suis d'accord avec toi sur Saraka Sassola qui fait un super début de saison, qui craque un petit peu à chaque fois dans le dernier tour, mais qui mine de rien est allé chercher des beaux podiums dernièrement. Donc pourquoi pas elle aller créer la surprise ou en tout cas aller confirmer son beau début de saison avec un podium au championnat d'Europe. Écoute, Matt, si on a fait un petit peu le tour, je te propose de conclure. Après, alors on va pas rentrer dans le détail des autres courses, mais chez les espoirs femmes, bah forcément, il faudra suivre avec attention ce que peut faire Célia Géry qui rentre dans cette catégorie. Elle était chez les juniors l'an dernier, si je dis pas de bêtises, donc à voir comment elle pourra lutter par rapport aux autres coureuses espoirs. Et puis, bah chez les espoirs hommes également. Aubin Sparfel notamment qui était très bon chez les juniors, champion d'Europe en titre, mais chez les juniors non? Chez les juniors, tout à fait, comme Célia Géry. Voilà, exactement. Bah, c'est deux coureurs qui passent dans la catégorie espoir cette année, donc on va voir ce qu'ils vont pouvoir nous réserver. Ça va peut-être un petit peu difficile face à des Jente Michels par exemple ou des coureurs comme ça pour Sparfeld, des Averdings, etc. qui font notamment beaucoup de courses avec les élites lors des super prestige. Donc on va déjà voir à quel niveau ils peuvent se situer dans cette hiérarchie. Enfin voilà. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. Peut-être un rappel des horaires des différentes courses. Donc alors il y a le samedi, il y a le relais à 15h. Et puis après, donc toutes les courses dimanche, donc à 9h, vous avez les juniors femmes. À 10h, vous avez les juniors hommes. 11h, les espoirs femmes. 12h50, espoirs hommes. 14h10, élite femmes. Et 15h30, élite hommes. Donc grosso modo, voilà, si vous voulez vous faire une journée entière de cyclocross, réservez votre dimanche parce que 9h du matin à on va dire 16h30, ça va enchaîner les courses. Donc voilà, une bonne journée. Je sais pas si toutes les courses sont diffusées, j'espère. En tout cas, voilà. Oui. Oui, elles sont toutes diffusées. Alors il y en a un bout qui est sur l'équipe, pour sûr. Même toutes les courses sont sur l'équipe, sauf les courses juniors qui sont uniquement sur Eurosport. Et bah écoute, voilà, comme ça vous pourrez suivre ça toute la journée. Si vous voulez aller borner, soit il faudra regarder un peu en différé les courses du matin, soit vous vous levez très très tôt pour être rentré pour 9h, parce qu'il sera peut-être difficile d'aller rouler maintenant que la nuit tombe à 17h. Donc voilà, en tout cas, super journée au programme à Pontevedra. Normalement, il prévoit un beau soleil, donc on espère qu'on va assister à des belles courses et puis peut-être à des surprises et des belles performances de nos coureurs français. Écoute, Matt, merci beaucoup pour ce premier podcast Radio Fringale. J'espère que c'était une belle première expérience pour toi. Super expérience, merci à toi Titien. Puis ça fait plaisir ce petit parfum automnal de cyclocross et de visage plein de boue avec des marteleurs qui se caillassent sur le vélo là. Tout à fait, hein. Et puis voilà, si vous voulez vivre des courses de cyclocross à suspense, vous avez encore, j'ai envie de dire, peut-être un gros mois et demi avant que certains mastodontes appelés Van Der Poel, Van Aert reviennent à la compétition et ensuite vous ne verrez plus qu'eux pendant les courses. Donc voilà, en tout cas le cyclocross, ça va se poursuivre jusqu'à début mi-février. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la saison, franchement on s'éclate. Et puis nous, Radio Fringale, on se donne rendez-vous très très vite dès ce week-end puisqu'on va vous dévoiler un petit peu notre analyse du parcours du Tour de France 2025 qui a été révélé ce mardi. Écoute, merci Matt. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao les copains. Bye bye.